suis-je briser le silence sur la lutte pour la terre en Europe, un voyage par la terre? On a ici le membre de Via Campesina qui a réussi à préparer tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi, j'habite au Royaume-Uni. Je travaille depuis des années dans le marketing pour le jardinage et je suis en train de préparer mon doctorat sur ce sujet. Donc, je suis fort intéressée par tout ce que je vais entendre aujourd'hui, surtout concernant la lutte pour les terres en Europe. L'article 17 de la résolution européenne nous parle de la lutte pour la lutte équitable pour les terres en Europe, qui sont nécessaires au sein des politiques européennes parce qu'ils ont un grand rôle. Même si le Parlement européen, je m'excuse, je parle trop vite pour les interprètes, même si le Parlement européen a reconnu que la politique actuelle n'est pas positive pour la politique et pour la sécurité alimentaire, en sachant que l'agriculture industrielle cause des dégâts au sol et aux agricultures. La terre n'est pas une marchandise et c'est les gens, les peuples qui doivent pouvoir profiter de la terre et pas les corporations. On aura avec nous aujourd'hui Antonio Onorati, qui est le membre du Centre de coordination Via Campesina, coordination européenne, et il est le président du comité d'organisation du Forum parallèle de la société civile et du comité international de planification pour la souveraineté alimentaire, où il a été depuis 2002 jusqu'à 2011. On a Barbara Signechuk. Je dois présenter mes excuses pour massacrer son nom. Elle est la présidente de l'association Zieleni Żurawów en Pologne. Elle participe activement aux événements liés à l'extraction du gaz et à la menace que ce gaz représente pour l'environnement naturel, pour l'agriculture et pour les communautés rurales. Après elle, c'est Hélène Bakker qui va parler, qui est une agricultrice à temps partiel qui travaille pour la Fondation Landland. Elle est active dans l'association Les Agricultures du Futur à Toekomstboeren. Elle a étudié à Amsterdam. On se rend compte que l'agriculture joue un rôle crucial dans beaucoup de domaines. Elle a décidé de continuer avec ses études pour la planète future en agriculture biologique et agroécologique. Elle travaille au sein de cette fondation pour les agricultures du futur où elle effectue des recherches sur les biens communs. Elle travaille également au sein de l'Interland pour un partage de connaissances et développement de connaissances et expertise. Et finalement, on aura Emmanuel Allard, qui est un sociologue spécialisé dans la gestion environnementale et l'agroforesterie. Travaille comme chercheur à l'Université nationale de Costa Rica sur les crises et politiques agraires en Amérique latine et est consultant des projets d'agroforesterie dans les zones rurales d'Amérique latine. Il a collaboré pendant des années avec le mouvement Wallon d'Action paysanne en Belgique. Cette collaboration dure depuis des années
sur les problèmes d'accès à la terre. Donc, on a des orateurs très intéressants qui vont présenter aujourd'hui. Chacun va présenter pendant une dizaine de minutes et après les sessions, on aura le temps pour les questions et réponses. Je me réjouis déjà d'entendre tout le monde. Alors, sans tarder, je passe la parole à Antonio. Oui, merci. Bon après-midi. J'essaie de partager l'écran dans l'espoir que tout ça fonctionne. Et voilà. Vous avez... voilà. Alors, d'abord, je fais juste une petite dégression sur ma vie personnelle. Je suis un enfant de la réforme agraire. Notre ferme, en tant que famille paysanne, est le résultat d'une réforme agraire redistributive en Italie. Nous avons cette ferme à partir de 1958. Et donc, je suis assez fier de ce passé et assez fier de présenter ici un aperçu très vite fait. Et je m'excuse pour toutes les luttes que je ne pourrai pas nommer, un aperçu sur les initiatives et les luttes qui sont en cours en Europe dans ce temps. La première remarque qu'il faut faire, c'est que souvent, on a une vision assez partielle de ce qui se passe sur le terrain, dans les champs, comme on dit, et même ceux qui travaillent la terre, ils sont normalement en Europe, avec quelques exceptions, considérés des transparents, des invisibles, malgré le fait que l'agriculture paysanne, les femmes et les hommes qui travaillent font la plupart de l'alimentation pour l'Europe. On considère entre 60 et 70% de l'alimentation européenne qui est vendue sur les marchés internes viennent de petites exploitations paysannes. Pour avoir, et ça a été déjà dit dans l'introduction, l'Union européenne a une forte responsabilité et les pays qui décident dans l'Union européenne les politiques agricoles ont une forte responsabilité sur les questions foncières en Europe. C'est la PAC qui est peut-être un des plus importants responsables parce que la politique agricole commune finance ceux qui ont de grosses fermes. Et moins que 2% de ceux qui reçoivent l'argent de l'Union européenne reçoivent 30% du total des fonds de la politique agricole commune. Et ça, donc, traîne l'accaparement et la concentration des terres dans les mêmes peu d'organisations, peu d'entreprises, peu de fermes. Mais la question de la terre se pose en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et même avant dans certains pays. Et donc, il y a eu une longue histoire d'initiatives qui sont des initiatives souvent assez conflictuelles et souvent ont vécu une phase de répression. Donc, il y a là une histoire de luttes qui ne font pas l'honneur de la démocratie en Europe. Je pris quelques exemples, juste pour avoir une idée. Un de plus particuliers, je crois, sans rien enlever aux autres, c'est cette lutte qui s'est passée, ça fait déjà des années, à la fin des années 80, contre la foresterie industrielle qui provoquait des dégâts. Pourquoi je cite ça? C'est parce que c'est une initiative pas pour récupérer des terres pour quelques paysans, mais pour se défendre du feu, des incendies, et pour récupérer une partie de l'eau qui était utilisée pour cette foresterie des eucalyptus. Encore, juste un vol de oiseau, Land Justice Network au Royaume-Uni, de bergers qui s'installent dans les Pyrénées pour faire vivre les communes, la grande bataille de Notre-Dame-des-Landes en France contre l'aéroport, les luttes en Andalousie par les ouvriers agricoles qui occupent des terres, et des luttes en Italie pour bloquer de l'utilisation des terres agricoles pour
les transports des hydrocarbures. C'est des exemples qui illustrent les différentes approches que les organisations paysannes et citoyennes ont par rapport à la question de la terre. La terre comme un bien collectif, la terre comme une ressource, la terre pour produire de l'alimentation et pas pour la spéculation. Et il y a une importante témoignage qui se font à travers le pays. Et ces témoignages souvent n'arrivent pas dans les grands systèmes d'information. Et parce que, encore une fois, les populations rurales sont considérées silencieuses. Et normalement, on a vendu aux populations rurales le fait que plus on s'agrandit, mieux c'est, plus on est grand, plus on est efficace, plus on a de terre, plus on a de pouvoir. Tout cela, évidemment, n'a pas de sens. Économiquement, c'est une faillite. Et on a vu que vis-à-vis des grands drames, par exemple, le Covid, les petites exploitations ont témoigné une résistance beaucoup plus forte que les grandes exploitations. La photo que je vous suis en train de montrer, c'est une lutte, une occupation des terres d'un cardinal à Rome, et c'est ma coopérative, et c'est notre occupation nous-mêmes. Ces terres-là, nous la gardons encore. Après, comme je dis, il y a des luttes qui vont bien au-delà de la petite défense d'une parcelle. C'est par exemple la lutte contre les TGV, les grands trains qui font des grandes infrastructures. Et voilà un des éléments importants de lutte pour la terre en Europe, c'est la bataille contre ce qu'on appelle l'artificialisation des terres agricoles, l'imperméabilisation et le fait qu'on considère que tout usage de la terre pour l'infrastructure, pour le développement industriel est mieux que le travail agricole et la terre à usage agricole. Ces luttes, ils ont des acteurs très différents. Il y en a qui sont très animés, avec une forte participation des collectifs très nombreux, avec un appui de l'académie, avec un appui de la politique, quelquefois. Et au contraire, il y en a qui sont les résultats des petits noyaux de résistants. Et là, je vous montre un exemple. C'est un exemple de la Sardaigne, on le verra après. C'est la résistance contre une plantation photovoltaïque sur une extension de terres agricoles qui sont très rares en Sardaigne, puisque c'est une île. La couverture des panneaux photovoltaïques était plus large de l'extension du village. Mais devant ça, il faut réagir. Une fois qu'on a fait la dénonciation, c'est bien, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Et d'abord, il y a des initiatives qui se prennent, je vais en citer quelques-unes, qui sont finalisées à établir une autre gouvernance des terres agricoles. Diviser l'usage des terres agricoles, l'accès aux terres agricoles, de toute autre utilisation du sol. Des exemples, la création d'un organisme de régulation des transactions foncières en Wallonie, mais il y aura une intervention sur ça spécifique. Unitaire en Suisse. Là aussi, il y a eu des initiatives pour essayer de maîtriser l'usage des terres. En Roumanie, Ecoruralis essaye de promouvoir de la législation dans son contexte national. En Croatie, il y a toute une discussion et une action sur la redistribution des terres. En Suède, il y a des initiatives assez fortes pour défendre l'usage paysan de la forêt. Et je dis bien l'usage paysan de la forêt. Contre l'industrie forestière, contre l'expropriation, contre l'expropriation faite par l'État
pour permettre aux grandes compagnies forestières et minières de détruire l'accès à la forêt de la part des paysans. Et en France, il y a tout un mouvement assez large qui s'appelle Soulèvement de la terre et qui essaye de réagir coup sur coup dans des cas d'accaparement de terre ou d'eau. Les derniers phénomènes, enfin, la dernière initiative a été la défense contre une grosse installation d'un lac collinaire qui aurait piraté la disponibilité d'eau à un ensemble assez important de paysans qui était plus bas que cette colline. Et encore, il faut noter aussi des initiatives personnelles. Quelques personnes qui s'animent, qui luttent pour s'installer, le cas des éleveurs des moutons dans la montagne du sud-ouest de l'Irlande, ou, encore une fois, on avait déjà dit, les actions pour récupérer des terres dans les Pyrénées. Certaines de ces initiatives d'occupation des terres donnent naissance, et ça c'est un argument important pour la coordination européenne via Campesina, aussi à des cadres normatifs de la législation qui permet de se défendre. Les solutions ne viennent jamais par loi, on le sait, c'est les luttes qui produisent les changements. Mais il faut aussi des cadres législatifs, des normes qui nous permettent de nous défendre. Non? Autrement, on finit souvent, comme c'était le cas, devant la justice, devant la prison, quelquefois. Encore des exemples. Dans l'Allemagne de l'Est, il y a eu plusieurs initiatives pour récupérer de la terre, surtout pour les jeunes, contre les accaparements de terre faits par de grandes multinationales européennes, il faut dire. Hein. On dit multinationales, on pense toujours aux grandes multinationales nord-américaines, mais dans ce cas, c'était des multinationales européennes. Les Écossais aussi nous donnent un bon exemple, une très longue tradition d'expropriation, de mise hors de la terre des crofts, des paysans, et on revient petit à petit à récupérer la possibilité d'empêcher la privatisation des terres et de permettre aux communautés et aux paysans de défendre leurs droits fermiers. Je vous ai parlé, je vais aller vite, le petit exemple de Sardaigne, c'est un cas, ce n'est pas parce que c'est mon pays, mais la Sardaigne, c'est une île, donc les terres sont limitées par définition. Tout mètre carré de terre agricole est fondamental. Il y a eu plus de 50 comités locaux qui ont agi contre la dégradation des terres et l'utilisation des terres agricoles à d'autres fins. Et je vais rendre hommage à ce petit comité. Voilà, le comité de Narbolia qui s'est battu contre la méga serre. C'était ces gens-là que vous voyez, 7 personnes, et ils ont gagné. Il faut le faire. Ils ont eu beaucoup de solidarité. Ils ont fait plein d'actions, y compris en justice. Il y a eu des arrestations. Le baissier qui est un des baissiers qui est sous la table a fait quelques mois de prison. Mais à la fin, la serre ne fonctionne plus. Et encore, et je vais vers la fin, la coordination européenne via Campesina a mené depuis 7-8 ans une action, disons, de longue haleine, essentiellement pour faire remonter 3 choses. Que la terre n'est pas un sol, et que la terre, c'est le lien entre la ressource, les hommes et les femmes qui la travaillent. Deuxième, que la terre, c'est un bien social collectif et que pour cela faire, il faut que les politiques publiques tiennent compte de ça. D'un côté, nous luttons sur le terrain, on n'attend personne pour décider de lutter, de récupérer, de se défendre, d'empêcher la concentration, mais en même temps, il faut que les politiques publiques soient développées et qu'elles deviennent possiblement des instruments qui permettent un changement radical de l'usage
de la terre et de l'accès à la terre et de sa gouvernance. C'est pour cela que, à travers un processus long, comme je disais, manifestation à Bruxelles, discussion avec le Parlement, rapport d'information de notre part, rapport d'information du Parlement, rapport sur la question de la terre et l'accaparement qui a été voté par une majorité parmi les plus écrasantes du Parlement européen. Et finalement, une requête à la Commission pour qu'elle mette en marche des solutions pour une gouvernance de la terre, du foncier, pour défendre l'usage de la terre à des fins agricoles et alimentaires. Et pour cela, on propose une bataille pour la création d'un cadre juridique nouveau qui n'existe pas et pour bloquer deux principes fondamentaux qui sont à l'origine de l'accaparement des terres et de la concentration des terres agricoles en Europe, la libre circulation des capitaux, on peut investir n'importe où, y compris sur la terre, et l'autre liberté fondamentale, la libre circulation des initiatives économiques. Cela dit, ces deux principes sont au cœur de la jurisprudence européenne et nous nous battons contre. Nous n'acceptons pas. Notre positionnement est assez clair. Nous disons que ces deux principes ne peuvent pas s'appliquer à la terre parce que la terre, ce n'est pas une marchandise et que donc, il faut des règles autres que celles qu'on a appliquées jusqu'à là pour disons, favoriser le développement des grandes entreprises agricoles. Yes, I will go. And, donc, pour terminer, je vais juste rappeler qu'il y a un processus de criminalisation de ceux qui se battent. Pour ce qui est de la directive que nous proposons, ce document il sera public avant, disons, le printemps. Je termine en disant qu'il faut qu'on apprenne à écouter tout ce qui se passe dans les champs, voir ce qui bouge, voir ce qui lutte, souvent dans le silence. Les paysans ne sont pas des victimes, c'est des résistants. Les femmes et les hommes qui se battent pour continuer à travailler la terre, c'est des personnes qui résistent pour continuer à vivre d'un métier qui est un métier fondamental pour l'ensemble de la société. Et ce métier est possible si on travaille avec la terre et pas contre elle, et si on a le support aussi de la société, support qui est souvent difficile, parce que comme on dit, ces choses sont souvent difficiles à expliquer. Mais c'est bien. Merci, Antonio. Vous avez présenté beaucoup d'exemples très intéressants. Il y aura beaucoup de choses à en parler à la fin. Je passerai maintenant à Barbara, qui parlera de la lutte en Pologne. Vous donnez la parole à Barbara. Bonjour, je suis Barbara Selinjuk. Je suis le membre d'une association en Pologne qui s'appelle Zieloni Żurawlow. J'aimerais bien vous parler d'une histoire de nos luttes qui a duré, une manifestation qui a duré 400 jours. On a défendu nos terres, nos familles. On a lutté contre l'ignorance et l'arrogance de décideurs politiques.
On a essayé de lutter contre les gens qui possèdent, contre un concern, contre une multinationale qui possédait les terres et les travaux qu'ils allaient commencer là-dessus. Le 3 juin 2013, nous avons commencé notre lutte. Et on a persisté jusqu'en juillet 2014. Je voudrais vous demander de montrer ma vidéo maintenant. Ceci serait la semaine depuis 2012, mais ensuite, avec des explorations de Shell pour le gaz,
une année a été suffisant pour avoir plus d'informations sur la lutte contre Chevron. Notre arme a été la patience pour s'attaquer au problème de façon différente. On a cherché de se documenter, de mener des recherches, et ensuite on s'est rendu compte qu'on avait lutté contre des entités qui n'avaient même pas des concessions valables, donc ce n'était pas acceptable. Donc les citoyens n'ont pas de documents et donc ils ne peuvent pas écrire lettres. Donc c'était une préoccupation très importante. Personne ne voulait nous croire. Les autorités locales ne nous croyaient pas. Et l'entreprise agissait contre la loi. Donc, nous avons pu lutter de façon positive, optimiste. Quand on s'est rendu compte, aussi le Conseil s'est rendu compte, ils ont regardé les informations concernant la question. Et quand les autorités locales se sont rendues compte de ce qui était en train de passer contre Chevron, il a été encore plus difficile de trouver des informations. Le type de sol qu'on a dans notre région est très fertile. Mais seulement le sol fertile représente seulement 1% de territoire. Et c'est exactement ce sol qui voulait être exploré pour chercher le gaz. En cas d'accident, on aurait vraiment perdu tout accès à ces terres. Donc, ils ont signé des documents avec des agriculteurs locaux qui n'étaient pas du tout en règle. Des agriculteurs n'auraient même pas pu aller voir des avocats pour montrer que ce n'était pas légal. Après beaucoup d'années, ils auraient le droit de pouvoir acheter. Donc, Chevron a demandé pour une concession. Et cette concession, c'était demandé dans une réserve naturelle, une zone protégée. Pouvoir obtenir des droits d'accès. Ça a été très, très difficile. Pour nous, c'est très important de lutter pour notre terre. Nous ne voulions pas laisser que les préoccupations prennent le devant. On ne voulait pas que d'autres personnes prennent des décisions concernant notre terre. On s'est rencontré avec les autorités, avec les officiels, on a invité des académiciens, on a invité des personnalités influentes, en expliquant que Chevron est en danger pour notre pays et pour notre région. Donc, nous avons gagné grâce
à notre persistance. Ça a duré très longtemps parce que nous avons seulement lutté contre Chevron, mais aussi contre des règlements qui existaient et qui n'étaient pas justes. Ce texte-là a été changé depuis, et aujourd'hui, ils sont mieux pour les citoyens. Si les citoyens, dans le futur, sont contre l'action de certaines grandes entreprises, ils pourront prendre ces textes de loi et ces informations et les utiliser. Et s'adresser à un niveau spécifique. Tous les permis seront conservés dans un seul endroit. Je vais juste montrer quelques photos. Et vous pourriez, s'il vous plaît, terminer après de montrer les photos. Merci. D'accord. Donc, ils voulaient commencer par cette exploration malgré la directive de protection de ces zones. Donc, on a appelé certaines autorités, certains officiels, personnes influentes avec des pouvoirs pour qu'ils puissent arrêter cette entreprise. Mais ils ne voulaient pas le faire en mars 2013 parce qu'il y avait la volonté d'explorer davantage le gaz de schiste et non. Et ils pensaient donc qu'il n'y avait rien de mauvais à faire ça. Ensuite, le 3 juin, ils sont arrivés dans notre zone. On a bloqué cette zone où ils voulaient faire le forage. On a mis des tentes, on a fait une petite. On a dormi là-bas pendant 4 jours. On a mis les voitures pour bloquer l'accès. Et ensuite, cette zone a devenu un endroit d'éducation, de formation. On montrait des vidéos, des informations pendant 1 an de recherche sur le gaz de schiste et l'extraction de ce type de gaz, les causes et les conséquences de cette extraction. On a montré des photos, vous pouvez voir les photos. On ne s'y perd pas, on montre les photos. Il y a eu aussi des contrôles de services de santé, de la police. Et de côté de Chevron, ils ont embauché une entreprise qui devait bloquer notre action. On a été provoqué par eux. Et on a porté plainte contre nous. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû lutter et qui ont des problèmes judiciaires. Vous voyez ici les photos, vous voyez ici les journalistes. Donc, vous voyez le celui avec le t-shirt blanc et de l'autre côté, alors que le t-shirt noir, c'est de l'autre côté. On a commencé à avoir des
visites par d'autres personnes qui ont pensé qu'on était du bon côté. Donc, de la République tchèque, par exemple, ils sont venus nous voir, ils ont dit que et beaucoup de personnes du monde entier ont commencé à venir nous voir. Et nous ont dit que nous pour lutter contre les de Chine et ils ne savaient pas exactement qu'on pourrait arrêter ces multinationales, pourrait lutter contre. Nous avons réussi. En Angleterre, il y a eu des protestations qui sont déplacées en Roumanie. Et ensuite, ces informations ont été bloquées par les médias. Et ils ne montrent pas donc les vraies informations. On a été attaqués. Au début, ils ont juste montré des photos de nous dans les autres. Je suis désolée de vous avoir interrompu. C'est une histoire incroyable. J'espère qu'on aura le temps pour les questions. Le prochain intervenant, c'est Eliane. Eliane Baker. Hello, Eliane. Take it away. Hello, thank you. Oui, bonjour. Je vais juste me présenter très brièvement. Je viens des Pays-Bas. Je suis hollandaise. Je suis paysanne à temps partiel. Je travaille pour Lentelen, une fondation qui s'occupe de l'accès à la terre et à l'agriculture régénérative aux Pays-Bas. Je fais aussi partie de Verenigingstoekommuren, qui veut dire l'agriculture du futur ou l'agriculture pour le futur. Là, je travaille en tant qu'organisatrice. Dans ce groupe de travail, nous menons beaucoup de recherches, nous travaillons avec les agriculteurs et le potentiel des communes et les nouveaux règlements pour l'accès à la terre adressés aux agriculteurs. D'abord, je voudrais vous expliquer un peu du contexte des Pays-Bas, qui est très intéressant. Nous avons une grande tradition d'accaparement de terres par des multinationales ou l'expropriation des terres. La plupart des terrains est privé et appartient aux agriculteurs.
depuis très longtemps. Je pense que le problème en Europe est que beaucoup d'agriculteurs quittent. Donc, dans les années 50, il y avait 400 000 agriculteurs aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il n'y en a même pas que 50 000. Donc, chaque jour, il y a environ 10 agriculteurs qui quittent le travail. Donc, je vois un commentaire. Donc, je vais continuer. Donc, les agriculteurs aux Pays-Bas ont vécu des moments difficiles. Et ceci aussi est dû aussi à la promotion de... Mais beaucoup de personnes voient les dégâts qui ont été menés et aussi ça causé aussi par l'aigrement. On a un problème de nitrogène aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y a trop de nitrogène dans le sol. Et ceci cause des dégâts à la biodiversité. Donc, on dit les agriculteurs d'arrêter de travailler. Mais en même temps, hein, nous voyons aussi beaucoup d'intérêt vis-à-vis de l'agriculture provenant de jeunes qui n'ont pas d'histoire en agriculture. Ils ne sont pas issus de familles d'agriculteurs, mais ils viennent d'histoires différentes. Ils ne veulent plus travailler à l'ordinateur ou dans des bureaux, mais ils veulent travailler la terre. Ils commencent à se former et à faire de l'agriculture, à cultiver. On a vu dans les 10 dernières années, il y avait juste une poignée de petits agriculteurs. Et aujourd'hui, il y en a plus ou moins 300, 400 de nouveaux petits agriculteurs qui sont lancés dans cette profession. Et il y en a peut-être beaucoup plus qui vont rejoindre la profession. Personnes qui commencent leur ferme, mais bien sûr, ils font face au problème qu'aux Pays-Bas, la terre est très chère et c'est peut-être un des pays au monde où la terre est le plus chère. On a environ 80 000 € par hectare. Donc, il faut être millionnaire pour lancer une ferme avec 2 hectares à peine. Ensuite, il est très difficile d'en trouver parce que la plupart des agriculteurs, ils vendent leur terrain aux voisins et que donc deviennent des fermes plus importantes. Voilà pourquoi, les organisations comme celle pour laquelle je travaille ont commencé à s'attaquer à ce problème. Ces organisations travaillent dans l'achat de terrain avec l'argent communautaire, une propriété collective, disons. Non seulement ils utilisent les fonds communautaires, mais ils partagent aussi les responsabilités concernant ce qu'il faut faire avec la terre, avec la communauté qui est connectée à la terre. Et bien sûr, ça peut être un agriculteur qui peut choisir ce qui se passe aussi, voir ils peuvent avoir une voix sur comment leur terre est utilisée et sur les personnes qui vivent de la terre. Voilà ce que mon organisation fait. Je voudrais aussi parler d'autres qui aussi travaillent dans le même domaine. Il y a des agriculteurs individuels qui essayent de trouver des terres pour commencer leur ferme, leur exploitation, et qui choisissent un autre type de propriété et pas seulement des contrats de propriété conventionnels, comme par exemple monter une association, une organisation, parce que la gestion de la terre de cette façon permet de s'assurer que la terre est utilisée de façon correcte et qu'elle puisse être transmise aux générations futures.
Et quand tu meurs en tant qu'agriculteur, il n'y aura pas de conséquences sur l'usage des terrains, mais sera utilisé pour le même objectif. Voilà, je voulais juste vous parler des développements qui ont lieu aux Pays-Bas concernant l'accès aux terres et la propriété foncière, parce que je pense que c'est important et c'est prometteur. Mais je dois aussi ajouter que nous sommes encore loin de notre objectif. On a fait des pas importants, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités, surtout en termes de règlement, parce que le gouvernement peut faire beaucoup en termes de création de politiques qui encouragent l'accès aux terres par les jeunes et pour permettre aux communautés et les citoyens à déterminer le paysage, l'apparence du paysage. Et aussi pour limiter la spéculation. Parce que c'est un des gros problèmes de la montée des prix, de la hausse des prix aux Pays-Bas, c'est ça. Voilà la situation. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser tout à l'heure. Et je pense que je vais m'arrêter pour laisser la place aux autres. Merci beaucoup pour m'écouter. Merci Eliane, merci pour ces nouvelles. Oui. Oui, je sais que c'est de plus en plus difficile d'avoir accès au LAN. Donc, on a Emmanuel qui va nous parler de la proposition pour une réforme de la PAC. Merci, Emmanuel. Voilà, bonjour. Donc, Emmanuel Allard, donc je suis chercheur. Je représente ici. Oui, est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc Emmanuel Allard, donc je suis chercheur, je représente ici le MAP, Mouvement agricole paysan, membre de la coordination européenne Via Campesina. Ici, donc, je vais vous proposer une analyse de la proposition de la création d'un organisme public de régulation des transactions agricoles foncières en région wallonne, donc un organisme qui régulerait la vente de terres agricoles, la vente de fermes, l'achat et la location. Cette proposition d'avant-projet de loi est portée par le mouvement d'action paysanne, le MAP, membre de CBC, mais aussi par d'autres acteurs comme l'UNAB, l'Union nationale des agrobiologistes belges, qui se sont ralliés à notre cause récemment, ainsi que Vitalize Bell et encore d'autres organismes dont je parlerai. Oui, suivant. Oui, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Encore suivante. Voilà. Donc, nous battons contre des problèmes généraux liés à la gestion du foncier agricole. Donc, en région wallonne, nous avons un déséquilibre des... Voilà. Nous avons donc ici, en région wallonne, un déséquilibre des structures, donc beaucoup de propriétaires spéculateurs ou non-agriculteurs, un déséquilibre des filières, donc beaucoup de productions qui ne sont pas axées sur le marché intérieur, des difficultés des jeunes de trouver des terres agricoles, nous avons des phénomènes de concentration, d'accaparement des terres, et nous avons une envolée des prix des terres agricoles qui sont les deuxièmes plus élevés d'Europe avec un prix moyen de 35 000 € à l'hectare. Voilà, nous pouvons également passer, puisque nous avons aussi d'autres phénomènes dont je vais parler plus tard, comme de nombreux propriétaires qui confient leurs terres à des entreprises de gestion de terres agricoles, donc sans paysans. Oui, si on peut passer à la suivante. Alors, quelques chiffres. Voilà, donc simplement quelques chiffres. Nous avons un déséquilibre des structures. Ça veut dire que depuis 40 ans, près de 66% des fermes ont disparu, donc de moins en moins de paysans, et une superficie moyenne par exploitation qui a plus que triplé. Mais c'est dû à plusieurs phénomènes. Aussi le phénomène que lorsqu'une ferme est vendue,
souvent, on divise les biens, les bâtiments, et d'un côté, les terres agricoles, soit les unités les grosses unités voisines des terres reprennent. Enfin voilà, nous avons trois processus, la concentration, l'accaparement et l'exclusion. Dans la concentration des terres, seuls les puissants peuvent acheter des terres. Ils achètent de plus en plus cher. C'est impossible pour un agriculteur ou un jeune de racheter des terres. L'accaparement, on l'a vu, 68%, voire 68% des terres agricoles appartiennent à des personnes qui ne sont pas paysannes. Donc, de plus en plus de terres sont rachetées par des sociétés non agricoles, des entreprises immobilières spéculatives. Nous avons un lobby des propriétaires important. Nous pouvons passer à la suivante. Voilà, donc le lobby des propriétaires, quel est-il? Il est toujours d'exclure de plus en plus les fermiers. Pourquoi? Parce que la vente d'une terre agricole sans fermier peut valoir jusqu'à 180% du prix initial. Donc, on peut faire une plus-value à 80%, ce qui fait que de plus en plus de propriétaires donnent en gestion leurs terres à des sociétés de gestion qui elles-mêmes sous-traitent à des entreprises agricoles, donc de moins en moins de paysans sur les terres et de plus en plus de fragilisation de la loi sur la régulation des locations, du prix du fermage ou des ventes. Ouais, on peut passer à la suivante. Alors, 4 phénomènes à réguler afin que les prix arrêtent d'augmenter. Donc, essayer de réguler l'achat de terres agricoles libres de bail à ferme, donc l'achat de terres sans paysans dessus. Il faut limiter aussi l'achat de terres agricoles par des acteurs spéculatifs hors monde agricole. Pourquoi? Parce que lorsque c'est acheté par des acteurs spéculatifs, le prix de la terre augmente. Tout comme l'achat de terres agricoles par les entreprises immobilières, il faut casser le processus selon lequel des spéculateurs achètent de la terre dans l'espoir de faire une plus-value à la vente d'une terre agricole qui devient constructible. Oui, suivant. Oui, on peut passer à la suivante. Alors, le besoin de l'accès à la terre, il est très simple. Donc, ça veut dire que dans le cadre familial, la terre est difficilement transmissible. Pourquoi? Parce que... within the families, the land is difficult to transfer. Donc, hors du cadre familial, c'est aussi problématique parce que de nombreux jeunes qui sortent des écoles, qui ne sont pas issus du milieu agricole, n'ont pas les moyens d'acheter des terres, d'acheter les outils et d'investir suffisamment. Obtenir une location devient de plus en plus difficile et le prix de la terre est rédhibitoire. En fait, le coût de la reprise des fermes est beaucoup trop élevé, même dans le cadre du milieu agricole. On se demande qui va pouvoir acheter les 12 000 fermes qu'il reste en région wallonne. Est-ce que ça va être une financiarisation de l'agriculture par des banques, des entreprises? On risque d'avoir une paysannerie esclave de financiers. Oui, suivante. Alors, comment réguler la terre? C'est pour la slide suivante, merci. Pour réguler la terre, je propose donc trois concepts, l'abusus, le fructus et l'usus. Comment réguler la terre? Alors, voyons d'une manière absolue, donc selon le concept de souveraineté absolue, ce que pourrait être l'abusus. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Merci. Slide suivant. Voilà, donc l'abusus serait le droit de pouvoir vendre une terre agricole à n'importe qui, voilà, à n'importe qui, à n'importe quel prix. Selon cette vision, il n'y aurait aucune régulation, ce serait la liberté du spéculateur de vendre à d'autres spéculateurs au prix désiré. Le fructus, selon une vision absolue, ce serait le droit de pouvoir percevoir les fruits de la chose, donc de louer la terre à n'importe quel type de contrat, à n'importe quel type de conditions, à n'importe quel prix. Le droit usus, ce serait le droit de disposer ou de ne pas disposer de la chose. Donc ce serait notamment, d'une manière absolue, le droit pour le propriétaire de laisser sa terre non cultivée en friche
On voit de plus en plus que ce droit, on va le voir, est contesté. Donc, il y a non seulement des limites liées au bien commun, à la souveraineté alimentaire, à l'obligation de l'État de permettre la régénération de la génération agricole. Oui. Alors, nous nous sommes inspirés au slide suivant de la régulation de la vente par les SAFER en France. Slide suivant. Alors, on voit que la SAFER en France peut réguler. Alors oui, en effet, elle peut non seulement préempter, bloquer une vente et revendre à un autre agriculteur ou paysan ou jeune selon des critères. Mais elle peut agir uniquement en fonction des objectifs fixés par la loi. Que disent ces objectifs? Ces objectifs disent en effet que la SAFER peut agir si elle favorise l'installation d'un agriculteur, elle consolide une exploitation, elle lutte contre la spéculation foncière et aussi l'accaparement des terres. Elle se bat aussi pour la protection de l'environnement. Oui, slide suivant. Alors, la SAFER est souvent critiquée. Pourquoi? Parce qu'elle crée beaucoup de frustration. Non seulement elle est critiquée pour son manque de démocratie. Pourquoi? Parce que elle ne consulte pas tous les partenaires en présence. Elle consulte de manière trop importante un grand syndicat agricole qui est plus lié aux méthodes intensives et à l'agriculture industrielle. On constate en effet que la SAFER est critiquée pour le choix des candidats repreneurs. Donc, on a vu, elle peut bloquer une vente, préempter et revendre, mais elle doit choisir un repreneur. C'est ce choix qui est souvent critiqué. Elle ne favoriserait pas suffisamment des jeunes candidats non issus du monde agricole ou des projets qui seraient relatifs à la transition écologique et sociale nécessaire. Elle ne valoriserait pas assez les projets qui valorisent une agriculture de proximité, des circuits courts, la ceinture maraîchère, etc. Donc, on le voit, donc la SAFER peut évidemment agir. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Voilà. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Merci. Alors, ici, donc, on le voit. Donc, la SAFER peut évidemment bloquer la vente. Elle peut, bien entendu, rétrocéder un agriculteur. Elle peut bloquer aussi la vente de parts sociales et d'entreprises. Donc, elle peut faire énormément de choses. Nous sommes en effet favorables à la création d'un organisme de régulation des transactions foncières qui pourrait non seulement opérer aussi toute cette transition, cette lutte contre l'accaparement des terres, la concentration, et évidemment favoriser la transition vers un autre type d'agriculture en pouvant évidemment, en poursuivant certains objectifs comme, je l'ai dit, une meilleure répartition des terres, la lutte contre la concentration foncière, la lutte contre l'accaparement des terres, l'installation paysanne. Donc, cette création devrait passer par des lois qui limitent, évidemment, qui fixent des objectifs précis quand cet organisme pourrait préempter. Donc, on voit en effet que cet organisme doit évoluer. Donc, il doit évidemment consulter de manière beaucoup plus importante que la SAFER en France les différents acteurs en présence, comme tous les syndicats, toutes les organisations agricoles, mais aussi les réseaux associatifs et citoyens, les centres de formation agricole. Nous pensons que des droits de vote devraient être autorisés à ces acteurs pour que les choix soient éclairés, tant pour le blocage d'une vente, la rétrocession à un agriculteur ou encore le choix du candidat repreneur, l'agriculteur qui va reprendre la ferme. Cette démocratie est vraiment très importante dans cette création d'un organisme de régulation. On le voit, cette ORAF pourrait non seulement agir avec une autorisation de vente, une préemption, un blocage. Nous pensons que des seuils fixés à 1,5 fois la superficie agricole moyenne des exploitations pourraient être un seuil auquel la ferme devrait avoir une autorisation d'exploitation ou de rachat de terre. Donc, en effet, nous sommes favorables à ce que cet organisme de régulation puisse en effet bloquer, voire oui. OK. Donc, en fait, pour terminer en vitesse. Oui, le slide, vous ne l'avez pas, je vois tout à la fin, peut-être le slide avec la synthèse des régulations. Voilà, donc peut-être le slide l'avant-dernier.
On voit tout à fait qu'un organisme de régulation foncier peut régler l'abusus. On voit qu'il est possible de bloquer une vente, de rétrocéder une vente. On voit aussi qu'on peut imposer à un propriétaire non agriculteur qui ne loue pas sa terre de la donner en gestion à un organisme agréé de régulation du foncier. On voit qu'il est possible donc de socialiser la terre agricole. Et donc ici, nous pensons que oui, en effet, il y aurait lieu d'avoir une interdiction de laisser une terre agricole sans paysan, avec une obligation progressive de donner en gestion cette terre à un organisme agréé. Voilà, donc pour conclure, les pouvoirs politiques sont favorables aux propriétaires non agriculteurs qui puissent faire des bénéfices. Nous avons un problème puisque le politique ne nous appuie pas. Par contre, un espoir, c'est que nous avons deux organisations agricoles, le MAP, l'UNAP, deux associations environnementales, Natagora, Vital, et aussi l'ONG FIAN, qui soutient l'idée de la création d'un organisme de régulation du foncier agricole. Donc, nous essayons d'avoir le maximum d'acteurs, des syndicats, mais aussi des ONG, des associations, pour valoriser la création de cet organisme. Merci. Donc voilà, vous pouvez évidemment pour plus d'informations contacter, c'était court. Merci Emmanuel. Oui, on apprécie vraiment la complexité de ce que vous avez essayé de présenter en 10 minutes. On aurait dû vous permettre une session plus longue pour pouvoir présenter tout ce que vous aviez. Mais c'est intéressant pour moi de voir, parce que nous, en Écosse, on a des consultations et on a également la présentation d'intérêt public lors de la vente des terres, mais certainement pas aussi fort et aussi bien développé comme ce que vous proposez. C'est intéressant de voir cette analyse de l'idée de SAFER et de ce que vous faites en Belgique. Je suppose qu'on pourrait parler longuement de cela. J'aimerais bien remercier tous les orateurs qui ont présenté leur long travail difficile contre la reprise des terres, accaparement des terres par les grandes entreprises. Merci pour votre engagement et tout ce que vous faites dans ces luttes. Je suis vraiment impressionnée par le succès de certaines luttes. On va bientôt terminer le crowdcast. Tous entre vous qui nous suivez par streaming, vous pouvez joindre maintenant les panélistes pour poser des questions et on va avoir une session jusqu'à 4h30, l'heure de Bruxelles. Moi-même, je sais que j'ai beaucoup de questions pour les panélistes et je suppose qu'eux, ils vont avoir des questions les uns pour les autres, mais on va essayer de limiter et de présenter le maximum de questions possibles. La question a été posée pour partager les questions éventuellement sur les documents qu'on a, document Google Docs. Je vous demanderai de patienter encore une minute. On attend que tout le monde rejoigne maintenant l'espace Zoom. Vous pouvez brancher les vidéos si vous voulez. Pour l'instant, on n'a pas de questions. On ne voit pas de questions. Antonio, je ne crois pas qu'on a eu des questions encore. De toute façon, je ne vois pas de questions ni dans le document ni dans le chat.
On a des gens qui nous rejoignent ici dans le Zoom, qui suivent par streaming. On attend encore quelques personnes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans le chat parce que ça pourrait vraiment aider, comme ça les interprètes pourraient les traduire. La question d'Emmanuel. Vous souhaitez, Emmanuel, poser la question directement, éventuellement, vous l'avez mise dans le chat, votre question, comment les luttes sociales peuvent aboutir. Oui. Oui, donc je pose la question oralement. Oui, donc ici, le grand problème, c'est de mettre ma vidéo. Donc, ma question est adressée à tout le monde, ça veut dire comment peut-on articuler les luttes sociales avec un changement législatif? Puisque l'on constate que les changements législatifs sont en général portés dans le domaine agricole, en tout cas ce qui est le cas en Belgique, par des partis politiques puissants, ou le ministre de l'Agriculture qui fait partie qui est issu de la majorité politique. Comment changer ce rapport de pouvoir où, quelque part, nous n'avons pas l'initiative des projets de loi et nous avons très peu de partis politiques ou de députés qui nous aident. Donc, c'est notre obstacle et si des idées sur cet obstacle de comment nous-mêmes pousser des changements législatifs. Nous ne sommes pas à la manœuvre, malheureusement, et peut-être penser à peut-être des alternatives comme en Suisse où il y a des possibilités de référendum citoyen. Le pouvoir politique ne nous aide pas. Merci. Oui, je vais répondre en français. Regardant un peu l'expérience que nous avons. Il y a un problème? Par rapport à la question qui était posée, on a vu deux possibilités. Une possibilité, c'est d'utiliser les espaces qui existent déjà dans la législation. Et la deuxième possibilité, c'est à travers des initiatives de plus en plus coordonnées, essayer d'avoir une percée dans des espaces politiques qui sont plus simples que certains des espaces nationaux. Et quelque part, le Parlement européen semble un espace politique plus simple pour aborder la question de la gouvernance de la terre. En Italie, nous avons obtenu des lois en 1978 grâce à des conditions de pression d'un mouvement qui était pratiquement dans toutes les régions d'Italie, chose qui est assez unique. Donc, il faut des initiatives de base. Les arguments justes que nous avons ne suffisent pas à convaincre les hommes politiques ou les femmes politiques. En Pologne, avec la campagne contre Chevron, vous sentez que il y a eu des politiques et des mouvements qui auraient pu aider ou être améliorés, ou quels seraient les outils juridiques qui auraient pu vous aider? Ici en Pologne, nous sommes défendus
en cherchant des choses non légales que les entreprises auraient fait, comme les permis, les autorisations, sur le travail d'exploration dans le terrain. Donc, en fait, ce sera les autorités locales qui devraient faire ce travail. Et non seulement les multinationales. Il s'agit des multinationales très grandes et qui bafouent la loi. Et à la fin, on voit qu'elles ne respectent pas la loi. Et donc, il y a des choses très simples qu'on peut faire pour protéger la terre. La première chose à faire, c'est de lire les textes de loi, de comparer les données. Et dès qu'il y a une entreprise qui veut faire quelque chose sur notre terre, simplement vérifier toutes les questions légales, toutes les législations, s'ils la respectent. C'est donc la première chose à faire. Dans le cas d'entreprises polonaises, aussi, nous devons faire en sorte qu'ils respectent la loi. Et ça, c'est un premier outil. Gary, vous voulez poser une question? Harry? Peut-être il est parti. On va attendre s'il revient. Joanne a une question pour Eliane, elle a posté dans le chat. Joanne, vous voulez la poser directement? Vous voudrez la lire? Sinon, je la lirai. Je vais la lire. Vous pourriez donc contextualiser votre description de la situation de l'agriculture aux Pays-Bas sur le type d'agriculture où je vis. Il y a pas mal de plantes et de produits qui viennent de Pays-Bas qui sont de basse qualité, qui sont cultivés artificiellement. Et donc, ça me fait penser qu'il y a peut-être beaucoup d'agriculture industrialisée. Donc, je voudrais savoir quel est le type d'agriculture menée par les agriculteurs traditionnels et quelle est l'approche des jeunes. Merci pour la question. Il est vrai, il y a beaucoup d'horticulture industrielle aux Pays-Bas. Il y a beaucoup de produits exportés, mais le pourcentage de terrain qui est utilisé est assez petit parce qu'il s'agit de serres et c'est très concentré. Là, on parle d'agriculture intensive, mais pour ce qui est de l'usage foncier, on peut dire que 2/3 de la terre est utilisée par de l'agriculture traditionnelle des Pays-Bas. Donc, il s'agit d'exploitations agricoles qui sont entre 20 et 80 hectares environ. Donc, il y a un peu un mélange de ça. Et pour ce qui est des jeunes dont j'ai parlé, il y en a beaucoup qui sont à petite échelle, qui peut-être s'occupent de 1 ou 2 hectares, un petit peu plus, mais rarement on arrive à 5 hectares. Et sinon, qui possèdent un terrain plus grand, d'habitude, c'est des agriculteurs traditionnels. Et je pense qu'il y a environ 5% qui fait de biologique. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si vous voulez savoir davantage, n'hésitez pas à me demander. Sinon, je vois que Gary est là, est arrivé. Vous voudrez poser une question, Gary? Oui. Est-ce qu'on pourrait demander à Barbara sur la situation sur le gaz Shell en Pologne aujourd'hui?
qu'est-ce qu'elle pense qui pourrait changer. Merci. Vous l'avez entendu? Oui, je peux entendre. Aujourd'hui en Pologne, nous avons une situation différente. Peut-être n'est pas suffisant. Et le gouvernement dit qu'il est très cher le gaz et que le gaz peut sauver notre État. 3 ans, on a monté de poids les multinationales. Je ne peux pas voir cette possibilité. En Pologne, vraiment utiliser cette espace de gaz. Pourquoi? Parce que sur le long terme, le gaz de Shell et se trouve en profondeur. Et la contamination du gaz est très extensive. Et quand il y a construction sur l'échelle, on parle de 750 mètres de profondeur. Donc, ce montre que cela ne va pas être stable. Donc, on se sent un peu blessé parce qu'il y a eu des investissements pour l'extraction de gaz de Shell. Mais peut-être que c'est fini et peut-être qu'il n'y a pas d'autres multinationales en Pologne pour creuser, pour extraire le gaz de Shell. Pologne, gaz liquéfié et d'autres types de gaz. Nous avons ici le charbon. Je pense qu'on va oublier le gaz de Shell. Cela n'est pas possible pour qu'il soit rentable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous voulez me poser d'autres questions. Très intéressant. Je suis très contente de savoir que cela est très difficile et cela montre que c'est comme ça. Le fait d'avoir anticipé un peu ce qui allait se passer. Parce qu'il faisait un peu l'évaluation d'impact sur l'environnement allait causer la mort sur un espace de 5 km. Donc, c'était clair que nous allons permettre à personne de venir faire ça sur notre terre. Disons qu'elle s'est défendue toute seule. C'est une histoire incroyable. Bravo, bravo. Ross, if I can. I will, yes, I would just refer to two initiatives that on because the Shell gas. De deux initiatives de gaz de Shell. I have the translation on my. Parce que c'était un mouvement très important, très grand. Il y a eu vraiment beaucoup de solidarité internationale qui venait des États-Unis, du Canada et en Italie. On a deux exemples très importants. Il y a un monopole international qui est très difficile à contrecarrer. En deux endroits en Italie, à Pescara et en Sardaigne. C'est très intéressant.
parce que il y a eu une réaction des ONG, des citoyens et d'autres organisations. Ils ont lutté pour 3-4 ans et il n'y a rien qui s'est passé. Le travail a continué. En 2 cas, des organisations de paysans sont venues, comme par exemple à Pescara. Il y avait 2000 hectares de vignes qui ont été affectés par le gaz de shale. En Sardaigne, c'était une production de produits laitiers. Et quand ils sont venus en comité, les choses ont changé. Tous les 2 projets ont été bloqués. Il y a quelques semaines, avec le nouveau gouvernement de facho, on a dit qu'ils vont relancer ce type d'initiative. Donc, ça veut dire qu'on doit recommencer et qu'on doit encore se remettre à la lutte contre le gaz de schiste. Vous pouvez voir dans les photos que c'était une des réunions qu'on a menées en conjonction avec les Indiens de Canada et d'Alaska. C'était un mouvement très large. Merci beaucoup pour... Merci pour avoir partagé vos histoires. Je suis très contente que vous ayez réussi pendant ces campagnes sur le gaz de shale. Je crois que ce sont des exemples fantastiques. Je crois qu'on doit conclure de toute façon, malgré toutes les histoires qui nous apportent de l'inspiration. C'était vraiment intéressant et j'espère que tout le monde a quand même eu du plaisir à participer, écouter, également tous ceux qui nous ont écoutés par streaming. On va devoir s'arrêter parce qu'on a une nouvelle session qui va commencer. On a très peu de temps, je suis vraiment désolée. D'accord. Je remercie tout le monde, également les interprètes, les organisateurs et surtout les orateurs. Et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Thank you so much. Bye.